Oui, c'est un texte que j'ai eu l'occasion de lire plusieurs fois, enfin une fois, au moins au départ, pour une quelconque situation en Autriche, à Vienne. Et c'est un texte qui porte au départ sur la relation que j'ai avec la langue. Et puis donc, je l'ai déterminé au début de son écriture, la relation que j'ai avec ma mère. C'est évident, hein. Et donc, simplement, je peux spécifier que ma mère est autrichienne, qu'elle vit en France, et depuis les années 46-47, voilà. Et elle est d'ascendance slovène. On entend parler de la Slovénie aujourd'hui. Et ma grand-mère est slovène. Donc j'ai passé une partie de mon enfance. Je peux situer même une région qui s'appelle la Styrie. La Styrie, c'est le sud-est de l'Autriche. Et c'est pas loin de... Enfin, c'est frontalier de la Slovénie et d'une région qui s'appelle la Carinthie. Voilà. La Carinthie, vous l'avez par exemple dans ce très beau texte de Peter Handke qui s'appelle Un malheur indifférent. Sur lui, il raconte la présence d'un officier allemand dans sa famille qui vit avec sa mère. Voilà. D'où quand même une certaine difficulté pour Handke de parler de ça, parce que c'est les années qui suivent l'Anschluss, voilà. L'Anschluss, c'est l'annexion, hein, ça rigole plus. Et donc, c'est le lieu permanent d'un paysage qui est celui qui court de la frontière de la Carinthie, où les noms des villages, des villes qui sont en bordure, ont un double nom, c'est-à-dire le nom allemand et le nom slovène. Nom slovène a été, selon les aléas de l'histoire tout à fait récente, les noms slovènes ont été ôtés parfois. J'épuise d'ailleurs un texte que je n'ai immédiatement, là, qui me vient à l'esprit, qui est publié enfin, chez Verdier, qui est un texte magnifique qui s'appelle « Ma mère, le crayon », quelque chose comme ça. Et là on pénètre directement le milieu, surtout agricole, de la Carinthie, qui est un pays de tourisme aussi, de lacs, de montagnes, ce qui permet de joindre un petit peu aussi cette image idyllique et donc très fausse de l'Autriche, quoi. C'est-à-dire le folklore et tout cela. Donc de là, de la Carinthie, vous descendez sur la Slovénie, vous avez une montagne importante qui s'appelle le Karst, fréquentée par Peter Handke, qui lit chaque année ou tous les 2 ans, qui fait une communication dans une des grottes. Et puis ensuite, vous avez la Croatie. Et puis de la Croatie, vous descendez à Trieste, qui est une ville impériale, et qui est la porte de sortie la porte de sortie maritime, si vous voulez, de la monarchie austro-hongroise sur la mer. L'ouverture vers la mer pour un pays qui est enclavé. Voilà. Et puis, on avait parlé du thème du réel, et c'est bien de revenir à un thème, bien entendu. Et il s'est trouvé que, en pensant au réel, moi, j'arrive à le définir un petit peu, si tant est que ce soit possible, parce que c'est toujours des mots, des concepts. Et le réel, c'est justement ce qui n'est pas l'objet lui-même, enfin, ce qui est l'objet lui-même et qui n'est pas le langage. Mais pour accéder au réel, il faut passer par le langage. Et j'ai pensé que je passais par le langage, par celui de ma mère, voilà. Donc je vais vous lire ça, c'est 7 pages. Vous pouvez compter comme ça. Donc j'y vais. Hein. Non, je l'ai intitulé
Après, moi, je veux bien même accepter une discussion éventuelle. Voilà. Ce qui manque au lexique ne peut être compté. Le pays du sourire n'existe pas. Chaque année, cependant, ma mère se rendait au pays du sourire. Elle y revoyait sa famille. Enfant, je l'accompagnais. Nous prenions le train à Bâle, où nous attendions la correspondance, installés à l'une des grandes tables vernies du buffet de la gare, où trônaient en leur centre des serviettes de lin blanc. Dès notre arrivée en Suisse allemande, elle chantonnait cet air du pays du sourire de Franz Lehár, l'air de la comtesse Lisa et du comte. Dans le livret du pays du sourire, la comtesse épouse le prince chinois Su Chong et quitte son pays. Plus tard, elle regrettera amèrement son mariage. Je pensais alors, le pays de ma mère, c'est le pays du sourire, mais je ne comprenais pas en quoi ce pays était celui du sourire. Mais déjà, le train démarrait et ce n'était pas encore la fin du jour. Déjà, la voiture couchette roulait le long de la rivière. À l'arrivée, à la gare de Bischofshofen, ma grand-mère nous attendait, debout sur le quai dans sa robe verte à fleurs blanches, et nous embarquions dans la voiture de mon oncle. Ensuite, nous parvenions à l'auberge de cette ville minière où a grandi ma mère, entourée d'usines et d'un aéroport militaire. S'y déroulait, avant la construction du nouveau circuit de compétition automobile, le Grand Prix d'Autriche, Österreichring. Alors, je m'installais chez ma grand-mère dans une chambre qui donnait sur la cour intérieure du boulanger. Le paysage des montagnes au loin, les villages, les églises coiffées de leurs clochers à bulbes au milieu de la plaine, oncles et tantes, amis rassemblés devant la salle d'auberge composent un tableau ancien, une scène de genre éclairée par la lumière finissante de l'été. Les gestes sont arrêtés, les visages fixes, ainsi dans les paysages de certains peintres hollandais. J'ai ce souvenir d'une grande famille qui s'agrandissait chaque année grâce aux apports nouveaux de femmes et d'hommes venus de l'étranger. Alors, c'étaient les grandes retrouvailles dans la cour de l'auberge habitée par des travailleurs immigrés venus de Yougoslavie, Serbes, Croates, Slovènes, Monténégrins, Bosniaques, ainsi des Roumains, des Tchèques et des Bulgares. Ici, on parlait toutes les langues. Le dimanche, dès le mois d'avril, les locataires de l'auberge qui travaillaient dans les usines d'alentour mettaient à sécher leurs chemises blanches aux fenêtres ouvertes de leurs chambres qu'ils occupaient à plusieurs au rythme des horaires de travail. Ils accrochaient leur poste à transistor à la fenêtre, d'où pendait également un morceau de miroir brisé. Les haut-parleurs de leurs transistors diffusaient en grésillant des chansons de leur pays qui inondaient la cour de l'auberge où les clients discutaient assis autour des tables couvertes de bocs de bière. J'étais assis parmi eux. Je cherchais, en me mêlant à la conversation, le sens des mots traduits, le même mot dans des langues différentes issues des Balkans. Entendu par tous, ce même mot faisait rire un jour, le lendemain faisait pleurer. Je ne comprenais pas le sens de ces noms communs qui passaient d'une bouche à l'autre, transformés chaque fois.
Mais quand elle montait dans la voiture couchette qui la conduisait chez les siens, où on parlerait sa langue, j'entendais ma mère murmurer, en plus de chantonner dans cette langue, le patois styrien. Elle s'y préparait, sachant qu'enfin elle allait bientôt être entendue et comprise. Aussi, les mots murmurés par elle étaient difficiles à comprendre. Ils étaient même inaudibles parfois, car prononcés à voix basse, mais familiers. Ils étaient une prière. Je les aimais, ces mots. J'aimais leur sonorité si difficile à reproduire. Je pensais, la langue de ma mère est avant tout un exercice de prononciation. Mais encore, je me posais cette autre question. Quelle langue maternelle parle-t-elle? La sienne propre ou celle de la mère de sa mère, ma grand-mère, son idiome composé de particularismes, emprunté aux accents locaux en deçà ou au-delà des frontières qu'elle traversa un jour. La langue me plongeait dans une obscurité sans fin. À la longue, il faudrait néanmoins que je sache exactement à quel endroit précis cette frontière fut traversée par mes grands-parents et arrière-grands-parents, partant du village d'Oplotnitz, en Slovénie, pour rallier la région de Klagenfurt, la Carinthie, se fixer enfin, mais est-ce jamais fini en Styrie? Je me demandais donc toujours en quoi ma mère murmurait ces paroles au lieu de les dire à voix haute. Je ne comprenais pas. Ce murmure me rendait semblable à un aveugle qui marche dans le silence. Je vouais ainsi des journées entières à la recherche de mots impossibles, de lambeaux de souvenirs, car ma mère ne me disait rien. Ce qui fut, je ne le sais pas. Ce que je sais, le silence, et la langue à côté du silence. Ce silence, c'est la langue perdue. Je me fabrique alors l'image de groupes de réfugiés qui marchent le long d'une route. Je ne sais quelle est cette route empruntée. Elle existe cependant parce qu'on la suit, sans but. C'est comme aux marches du désert. Ceux qui cheminent savent d'où ils viennent, mais ignorent vers quelle terre promise ils se dirigent. Pour certains individus des populations déplacées ou des prisonniers de guerre ou des déportés, la route bifurquait parfois. Elle conduisait, par incertitude, à l'auberge de ma grand-mère. Celle-ci accueillait les voyageurs et les étrangers sans distinction. De fait, j'ai attaché le mot « hospitalité » au souvenir que j'ai de la voix de ma grand-mère, son attitude vis-à-vis des étrangers, mais n'ai jamais, à vouloir l'expliquer, rencontré d'expression plus complexe que celle-là, sens de l'hospitalité. D'abord, est-ce la vérité? Ce mot recouvre-t-il un fait avéré? Et comment ce fait avéré, rangé dans les catégories de l'histoire, transporté par le récit, se met-il en correspondance avec le mot ou l'expression qui le désigne? J'ai pour ma part observé des pauvres airs, déshérités, sans famille, hébergés à vie dans l'auberge de ma grand-mère. Est-ce donc vrai? Ou est-ce le fruit de ma simple imagination? Parce que je voudrais que cela fût. Je me fie à mes observations, car j'ai vu, oui, j'ai observé et retenu. Mais voir, est-ce suffisant?
Est-on certain de ce que l'on voit? Car il y a aussi ce qu'on m'a raconté. La tradition de l'hospitalité chez ma grand-mère est peut-être, je fais dire à mes interlocuteurs, mes témoins, ce que je souhaite qu'ils déclarent. Cela me permet de construire le monde comme je le désire, à mon image. C'est un peu comme ça que les choses se passent. De fait, je crois, je ne sais rien. Parce qu'en voulant rapporter la parole des autres, je confonds les registres et construis une œuvre à sens multiples qui ne correspondent que dans ma tête à ce qui fut, et encore, peut-être. Je ne sais si on me disait la réalité des faits quand j'étais enfant. J'ignore quelle ombre me recouvrait et à qui appartenait cette ombre dont j'aurais une fois ou deux, très rarement, entrevu la silhouette. De qui émergeait donc cette silhouette? Lors de nos excursions d'enfants, en été, comme nous revenions en fin d'après-midi de la forêt, après une promenade le long de la rivière Mour, qui se jette dans la Drave, Drao. Conduit par ma tante, j'avais cette impression d'être moi-même également l'objet d'une certaine hospitalité. Ma mère habitait un pays secret, son cerveau. Elle en était la seule ressortissante. Là-bas, les mots se comprenaient entre eux. Dans ce pays, on parlait seul à seul. Ma mère y discutait avec elle-même dans le grand silence intérieur. La méconnaissance de la langue, ou la langue mal connue, mal interprétée, implique la méconnaissance de tout, l'ignorance. Mais le sens des mots autorise la description. Un jour, je me suis rendu dans l'enceinte d'un camp d'extermination. J'accompagnais un ancien déporté. Il m'a dit, à notre arrivée, après des jours et des jours de voyage, nous sommes sortis du wagon au milieu des chiens et des soldats. Nous avons marché nus en colonne jusqu'à la colline sous le regard des habitants du village. Ensuite, plus personne ne nous voyait. La langue s'est perdue avec la parole. Il a dit « Je suis devenu invisible aux yeux des villageois. Seuls étaient visibles ceux qui s'échappaient, ramenés parfois à la fourche par les paysans des environs. » Plus récemment, j'ai vu au musée de La Haye, Den Haag, Gemeentemuseum, musée municipal, une exposition intitulée « La leçon d'anatomie de Rembrandt à Damien Hirst ». L'exposition est centrée sur le tableau de Rembrandt du Rijksmuseum, portrait de groupe qui représente le docteur Nicolas Tulp en pleine séance de dissection parmi ses pairs. L'anatomie est la description corporelle, la science qui étudie la disposition des organes entre eux. Par la dissection, certaines anatomies composent une harmonie de couleurs et de formes. Dans cette exposition, j'ai aperçu une pièce anatomique élaborée par le docteur Frédéric Ruich, médecin à Leyde, 17e. Une tête d'enfant séparée du corps, conservée dans un bocal rempli d'une solution conservatrice. Cet enfant porte un turban, paupières closes. Il semble cependant
nous regarder de l'intérieur du bocal est écrit dans le musée en forme d'explication. Les autopsies se pratiquaient sur les enfants comme sur les adultes, plutôt en hiver. Le froid conserve les corps, en effet. Aussi, j'ajoute, si le froid augmente le temps de la décomposition, alors la langue atténue l'effet, elle produit des silences. Ton silence, ce matin, à l'hôpital, dans le service de rhumatologie, je t'ai parlé. Tu ne m'as pas vraiment répondu, et quand je me suis tu, j'ai pensé, parfois, si tu ne t'exprimes pas, si tu ne dis pas certains mots, c'est tout simplement parce que tu ignores ce mot. Il est donc des quantités de mots que tu ignores. Ils sont pourtant là, à cet endroit où se situe ton enfance. Là où sont ces fleuves humains transportés d'un endroit à l'autre de l'entre-deux-guerres, ceux-là sont des mots ignorés, des cris d'interrogation. Où allons-nous ? Demandent tous ces gens. C'est tout cela que ton silence m'a appris. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Plutôt, je cherchais dans les dictionnaires les mots dont tu aurais besoin pour me parler. Quand j'ai trouvé, enfin, le sens de quelque expression cherchée à ce moment-là, parmi tant d'autres, je te l'ai communiqué et tu me l'as rendu. Et si je ne trouvais pas l'expression, alors je tentais de la deviner. Je pensais que tu aurais tel ou tel avis sur chacun de mes actes et sur chaque écrit commis par moi. Je cultivais dans ce sens les possibilités de regarder ailleurs pour me détourner de toi, me divertir. Je me suis réfugié alors dans un monde qui n'est pas le mien, dans ce monde du langage parfait, on pourrait dire cultivé. Je me suis fabriqué l'illusion d'un langage idéal, mais chaque fois, ce fut un langage composé, bariolé. Ainsi, à La Haye, au Gemeente Museum, cet enfant à la tête conservée dans le formol, coiffé d'un turban, me rappelle la présence ottomane, la beauté de l'Orient annoncé, celui-là que nous entrevoyons, mais si proche. Tes silences m'ont enseigné la langue de l'incompréhension, devenue un jour dans l'enceinte du camp d'extermination, la langue de la transparence du sens, quelque chose comme un acte définitif. Ils m'ont conduit à regarder dans le monde des endroits qui n'étaient là pour personne autant que moi, où tu m'apprenais la rigueur de ma langue maternelle, les endroits de mon enfance. Dans le magasin du boucher, par exemple, où tu m'emmenais le samedi après-midi, chez le boucher, tu m'as appris à observer la langue, les mots et les intonations, les flexions accompagnées d'attitudes qui vont d'un côté du comptoir à l'autre. Ton choix exclusif en la matière se portait sur cette boucherie-là, non en fonction de la qualité de la viande, mais relativement au fait que la femme du boucher était dotée, par discrétion, d'une grande qualité humaine de reconnaissance de l'autre. La bouchère te servait à l'égal des autres clientes avec le respect dû à ton rang d'étrangère, parlant avec un accent, genre
accent alsacien prononcé et faute de syntaxe abondante. Et moi, je goûtais au plaisir offert par le spectacle de cette femme, te respectant. J'enregistrais dans ma mémoire son attention à ton égard, aux autres clientes, à ton égard, elle évitait, connaissant ta gêne de t'exprimer en public, de te faire parler face aux autres clientes, en parlant à ta place, te précédant dans l'achat d'un morceau qu'elle choisissait par délicatesse après 4 à 5 tentatives de dénomination de pièces de bœuf issues du répertoire de la boucherie. Dans ce sens, je me souviens avoir appris très tôt, outre les noms des bas morceaux, macreuse, gîte, jarret, collier, jumeaux, plat de côte, ceux liés au plaisir de la dégustation par lesquels la bouchère désignait et commentait chaque pièce dans son détail. Douceur, exquis, tendreté, délicat, savoureux, persillé. La viande recouvrait alors le spectre des émotions, celles-là contenues dans chaque morceau successif, choisi et touché du doigt à ton attention par la femme du boucher, dans sa blouse blanche en nylon, la poche latérale maculée d'une légère trace de sang. Nous quittions le magasin et reprenions le combat contre l'ignorance des mots qui provoquent toujours l'erreur du sens, un mot pour un autre, une impropriété. Aussi règne aujourd'hui encore la grande confusion, tandis que nous en appelons de toute force à la grande classification, à la clarté. Nous voudrions de tout cœur l'encyclopédie. Nous invoquons les mots rangés les uns à côté des autres, comme des instruments de chirurgie devinés sur la table de l'anatomiste, le docteur Nicolas Stulp, mais aussi présents dans le tableau de Michael Jans van Miervelt, leçon d'anatomie de Willem van der Meer, aussi entrevu dans la composition de Aert Peters, leçon d'anatomie du docteur Sebastian, vue à La Haye. Au Gemeentemuseum, plus loin, dans une autre salle, après ma visite à l'enfant au turban, j'ai vu l'installation du plasticien Damien Hirst, Fur, 1994, Angst en néerlandais, la peur, verre, inox et outils de chirurgie, une vitrine contenant des outils alignés, disposés et rangés sur 9 niveaux. Reflets des chromes autour des projecteurs, sous les projecteurs, objets déplacés donc décalés de leur lieu d'origine, la salle d'opération, à leur lieu d'exposition, le musée. De la lampe cialytique de la salle d'opération à l'obscurité des salles contiguës dans quoi baignent les corps disséqués sur les tableaux. Tu avais exigé de moi, enfant, que j'apprenne les mots du lexique. Mais toi, tu parlais tout juste la langue française. Le monde, je le considérais alors comme une grande encyclopédie, un livre ouvert dont il me restait à déchiffrer l'énigme, page par page, constitué de signes typographiques qui ressemblaient à des insectes, et je détestais les insectes. Je me souviens du seul livre illustré sur la table de la cuisine, Les merveilles de la nature, en première de couverture, un papillon. Tu m'as incité, par la force, à trouver le sens des dessins, à m'exprimer par des mots orthographiés qui devaient s'installer, chaque, dans sa case adéquate mais invisible. Peut-être, pour cette raison, dès le cours élémentaire première année, tu m'as procuré des lunettes.
Je tentais alors, en grossissant les lettres, en précisant leurs contours, de restituer à ton endroit les mots qui te furent volés. Cependant, je ne découvrais jamais le voleur. Celui-là s'enfuyait par les textes. Il se confondait dans la foule des verbes irréguliers, des déclinaisons, des masculins faibles et des masculins forts. Mais je devais porter le sens du mot, l'installer dans ta bouche. Je devais définir ce geste 100 fois répété. Acheter un bidon de lait, chercher le pain, transporter la bouteille de gaz, parler à ta place chez le boulanger, t'entendre dire que je deviendrais un interprète ou un commissaire de police. Je crois me souvenir que nous remontions la rue de la Prairie et la perspective que je devienne un jour interprète ou commissaire te réjouissait. Je crois aussi que tu fabriquais un avenir derrière ton fils. Mais le passé est revenu. J'ai revu en songe les colonnes de prisonniers qui montaient de bon matin la côte du village de Mauthausen, venant de la gare, nus, en hiver, pour gagner le camp et la salle de douche, puis le coiffeur, puis le tatoueur des chiffres et des lettres. J'ai entendu dans ma nuit les aboiements des chiens et des gardiens, et les mots se sont arrêtés. Pourtant, je t'avais bien aperçu durant ces jours heureux sur la photographie, avec tes sœurs et tes frères, ton père qui travaillait au chemin de fer, assis dans un coin du jardin, au cœur de l'Autriche, et ta mère à côté. J'ai bien été conscient de votre bonheur. Je n'ai jamais eu nul besoin de le désigner. D'ailleurs, rien n'oblige la littérature à désigner ce qu'elle ne souhaite pas montrer. Hier, peu avant midi, l'interne du service de rhumatologie est venu pour parler avec toi. Tu étais assise sur le bord du lit, ton petit corps dans ta chemise de nuit blanche. Il souriait avec bienveillance et te regardait. Tu étais accoudée à la table, le journal régional sous les yeux. Entre parenthèses, je lisais les titres et sous-titres à l'envers et cherchais à comprendre en quoi tu lisais cet article et pas un autre. L'interne m'a parlé ensuite. Tu as abandonné ta lecture en n'écoutant pas ce que disait l'interne qui me parlait de toi. Tu n'entendais pas. Mais tu savais, car tu souriais, avec tes yeux gris clairs qui regardaient au loin. J'ai pensé au pays du sourire. J'observais ton visage fuyant les paroles de l'interne. Pourtant, je le sais, tu admires les médecins. Mais ce jeune homme, tu évitais ses paroles. Il pouvait raconter ce qu'il voulait. Tu savais que je l'écoutais. En réalité, tu l'entendais parfaitement. Il disait « Tu vas très bien ». C'était une fausse alerte. Mais attention de ne pas chuter de nouveau, et c'est peut-être cela qui te faisait sourire. Tu m'as déclaré alors que l'âge n'est rien. Je me suis rappelé cet air que tu fredonnais sur le quai de la gare de Bâle, et je me suis penché vers toi. Qui étais-tu pour chanter cela ? Combien de fois as-tu aimé ? Je te voyais comme je ne t'ai jamais vu,
avec tes 2 enfants morts. Et cet interne qui parlait de toi, de ton grand âge, mais pas seulement. Je n'ai aucune conscience de ton grand âge. Je ne parviens pas à le constater. Je sais seulement que tu me demandes parfois comment ça va, et je dois trouver la force de t'exprimer ce que je fais en ton nom. Il m'est impossible, cependant, si je te dis ce que j'écris, de trouver le mot juste. Tout à coup, un voile d'incompréhension nous sépare. C'est comme un rideau de soie où j'aperçois tes yeux encore qui flottent un peu et tu dis « Ça doit être difficile ce que tu entreprends ». Tu ne dis pas « c'est difficile », tu dis « ça doit être difficile ce que tu entreprends ». C'est au-delà ce que tu me dis, c'est mieux que de la sagesse. Mais de quelle difficulté parles-tu? Écrire ou te quitter si souvent comme je le fais au point de ne jamais venir te voir? Tu me rends heureux, car tu sais que mon travail est difficile, et je te réponds, pas tant que cela. Une assistante hospitalière apporte ton plateau repas. Tu te penches, souriante, sur les assiettes protégées par un papier transparent couvert de buée à cause de la chaleur. Tu demandes ce qu'il y a sur ces assiettes. Tu t'interroges toi-même, qu'y a-t-il sur ces assiettes? Et pas de réponse. Je te quitte alors une nouvelle fois et gagne l'ascenseur qui me conduit dans le hall des entrées.